J'ai envoyé un message dans la conversation de groupe familial, je reçois un prix ce soir c'est. Je m'appelle Léo. J'ai 27 ans et, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été le personnage secondaire de ma propre histoire familiale. Je suis le discret, le responsable, celui qui ne cause jamais de problème, mais qui ne semble jamais non plus mériter la moindre reconnaissance. Mes parents et mon jeune frère, Marcus, avaient toujours cette manière de graviter l'un autour de l'autre, bruyant, exigeant, et s'attendant constamment à ce que j'accepte simplement le rôle qu'ils m'assignaient. Je me disais que ça ne me dérangeait pas, que passer inaperçu me permettait d'éviter les drames. Mais la vérité, c'est qu'être invisible dans sa propre maison vous ronge de l'intérieur jusqu'à ce que ce soit la seule chose à laquelle vous pensez. Marcus a toujours été l'enfant chéri. Il a 2 ans de moins que moi, mais dès l'instant où il a tapé dans un ballon de football, il est devenu la star. Mes parents assistaient à chacun de ses matchs, criaient depuis la touche, organisaient des fêtes pour ses réussites. Quand je rentrais à la maison avec de bonnes notes, il hochait la tête et disait « c'est normal ». Quand Marcus marquait un seul but, même si son équipe perdait, c'était comme un jour de fête. Les anniversaires, c'était la même chose. Le sien était une parade de ballons, de gâteaux, de cadeaux coûteux. Les miens se résumaient généralement à un dîner à la maison et peut-être un pull que je ne voulais pas. Ce n'était pas le manque de choses qui faisait mal. C'était le message que mes efforts étaient ordinaires, tandis que les siens étaient extraordinaires. J'essayais de ne pas y prêter attention. J'essayais d'être un soutien. Je ne voulais pas être le frère jaloux. Mais à l'intérieur, je portais cette douleur silencieuse chaque fois qu'il m'écartait. Pourtant, j'ai continué à me dépasser à l'université, pendant mes stages, à travers des nuits blanches à travailler sur des projets dont personne dans ma famille ne s'est jamais soucié. Pendant que Marcus faisait la fête tout au long de ses études universitaires, moi, je travaillais d'arrache-pied. Et même s'il ne le voyait pas, je savais au fond de moi qu'un jour, ça aurait de l'importance. Ce jour est arrivé quand j'ai été nominé pour un prix dans mon domaine. Et ce n'était pas une petite reconnaissance. C'était le genre de prix qui pouvait changer la trajectoire de ma carrière. Des mois de travail acharné, de nuits tardives et de sacrifices avaient mené à ce moment. Pour une fois, quelque chose d'important portait mon nom, et je voulais que ma famille soit là. Contre toute attente, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message dans la conversation de groupe familial, « Je reçois un prix ce soir. Ça signifierait beaucoup pour moi si vous veniez. » J'ai hésité avant d'appuyer sur envoyer. Une partie de moi savait déjà comment cela risquait de se terminer, mais j'espérais quand même que, peut-être, juste peut-être, il me surprendrait. La bulle de saisie est apparue presque immédiatement. C'était Marcus. « On va à un concert à la place », a-t-il écrit. Juste comme ça. Sans hésitation, sans considération, sans même demander de quel genre de prix il s'agissait. Un concert. Un groupe dont il ne se souviendrait probablement même plus dans un mois. Avant même que je puisse digérer la piqûre de cette réponse, ma mère est intervenue. « Ne cherche pas à nous culpabiliser », a-t-elle tapé, comme si ma demande était une sorte de fardeau, comme si je leur demandais de choisir entre respirer et suffoquer. J'ai fixé l'écran, ma poitrine se serrant. J'ai senti une vague de chaleur monter le long de mon cou. Je voulais crier, exiger de savoir pourquoi c'était toujours comme ça, pourquoi je n'avais jamais d'importance. Mais à la place, j'ai simplement tapé 2 mots, « d'accord ». Et je le pensais. Pas dans le sens où il le croyait. Pas dans le sens où j'acceptais d'être à nouveau mis de côté. Quelque chose en moi a basculé à ce moment-là. Je n'étais plus un enfant attendant leur approbation. Je n'étais pas désespéré de leurs applaudissements ou de leurs acclamations. Ce soir-là, je me tiendrais devant une foule qui me voyait vraiment, qui valorisait vraiment ce que j'avais construit. Et ma famille, ils seraient exactement là où ils avaient choisi d'être. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette cérémonie de remise de prix n'était pas un petit événement discret. Elle allait être diffusée en direct, non seulement en streaming sur Internet, mais aussi à la télévision. Des caméras, des interviews, la totale. Mon nom serait annoncé, mon visage à l'écran, mon histoire racontée. Et quand ça arriverait, quand les projecteurs me trouveraient enfin, les personnes qui avaient passé des années à me rendre invisible n'auraient d'autre choix que de me voir, aux côtés de tous les autres spectateurs. Mais avant que ce moment n'arrive, j'ai dû m'asseoir avec la douleur familière de la déception. Je me souviens d'avoir fait les 100 pas dans mon petit appartement cet après-midi-là, répétant ce que je dirais s'il me demandait plus tard pourquoi je n'avais pas plus insisté pour qu'ils viennent. Devrais-je les culpabiliser à mon tour ?
Devrais-je expliquer à quel point c'était important pour moi? Ou devrais-je laisser le silence parler de lui-même? Mon esprit tournait en rond. Et pourtant, sous tout cela, il y avait ce calme étrange, comme si j'étais au bord de quelque chose de plus grand que les années de négligence derrière moi. Le prix était une chose, mais le vrai changement se produisait à l'intérieur de moi. Pour une fois, je ne me contentais pas de subir leur absence. Je la laissais me nourrir. Chaque commentaire dédaigneux, chaque étape ignorée, chaque haussement d'épaule face à mon succès, tout cela menait à ce moment. Et même s'il n'avait aucune idée que j'étais déjà en train d'écrire le prochain chapitre de notre histoire familiale, ce soir-là, alors que j'enfilais le costume que j'avais acheté des mois plus tôt avec l'argent que j'avais économisé, mon téléphone a de nouveau vibré. Marcus avait envoyé une photo, lui et ses amis souriant devant la salle de concert, un verre à la main. Sa légende disait « Meilleure soirée de ma vie ». Maman a aimé le message avec un cœur. Papa a répondu « Profitant bien. Tu le mérites ». Ma main se resserra autour du téléphone. Mériter. Ce mot résonnait dans ma tête. Toute ma vie, il semblait que Marcus méritait tout, et que j'étais censé simplement hocher la tête. J'ai posé le téléphone, j'ai pris une profonde inspiration et je suis sorti. Je ne le savais pas encore, mais à la fin de cette nuit, l'image sur leurs écrans les laisserait sans voix d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue. J'étais assis à l'arrière du taxi en route pour la cérémonie, regardant les lumières de la ville défiler derrière la vitre. Le monde extérieur semblait vivant, vibrant d'une énergie qui, pour une fois, semblait en phase avec moi. Mais à l'intérieur, je me sentais lourd. L'image de cette conversation de groupe revenait sans cesse dans mon esprit. Marcus riant à son concert, maman l'encourageant, papa ajoutant des mots qu'il n'avait pas utilisés pour moi depuis des années. Ce mot, mériter, résonnait encore et encore, comme un battement de tambour auquel je ne pouvais échapper. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était même pas surprenant. Pour être honnête, je l'avais vu venir depuis l'enfance. Mes parents avaient cette façon de tout mesurer ce que je faisais par rapport à Marcus, et d'une manière ou d'une autre, je n'étais jamais à la hauteur. Quand j'ai obtenu une bourse pour l'université, ils ont dit, c'est super, Léo, mais ne te vante pas. Ton frère est encore en train de chercher sa voie. Quand Marcus a été accepté dans une équipe de ligue locale, ils l'ont traité comme s'il venait de signer avec le FC Barcelone. Je me souviens encore d'un Noël, il y a des années. J'avais économisé mon argent de poche et celui de mon petit boulot pour acheter à papa une belle montre, quelque chose que je savais qu'il convoitait. Quand il l'a ouverte, il a souri poliment, a dit « Merci, fiston », et l'a mise de côté. Plus tard dans la soirée, Marcus lui a offert un porte-clés bon marché d'une station-service avec un ballon de foot en breloque. Et papa a ri, l'a accroché à ses clés et a dit « Ça, c'est spécial ». Tout le monde a applaudi et a taquiné Marcus pour sa prévenance. J'étais assis là, en silence, retenant la boule que j'avais dans la gorge. Le schéma n'a fait qu'empirer en grandissant. Marcus a détruit sa voiture une fois après une soirée. Mes parents se sont précipités pour le réconforter, lui en ont acheté une plus récente et ont dit « Ne sois pas trop dur avec toi-même. Les erreurs, ça arrive. » Quand ma voiture est tombée en panne à cause de l'usure, parce que je ne pouvais pas me permettre de la remplacer, papa a secoué la tête et a dit « Tu aurais dû mieux planifier, Léo. » Aucune sympathie, aucune aide, juste de la déception. Et pourtant, je continuais d'espérer. Espérant qu'un jour, il me verrait. Qu'un jour, ils seraient assis dans le public, applaudissant jusqu'à ce que leurs mains leur fassent mal, souriant comme s'ils étaient fiers de moi. C'est pour ça que ce prix était important. Ce n'était pas juste une reconnaissance de la part d'inconnus. C'était la preuve que ma vie, mes choix et mon travail acharné avaient de la valeur. La preuve que je n'étais pas l'ombre qu'ils avaient fait de moi. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais qu'ils ne voulaient pas le voir. Ce n'était pas qu'ils ne le pouvaient pas, c'est qu'ils ne le voulaient pas. Il était plus facile de se prélasser dans l'éclat de Marcus. Il était bruyant, charismatique, désordonné d'une manière qu'il pouvait excuser. J'étais calme, stable, un rappel de la responsabilité qu'il ne voulait pas reconnaître. La semaine précédant la cérémonie, j'avais essayé de tâter le terrain. J'ai mentionné la nomination à maman au téléphone. Elle a fredonné d'un air distrait, puis m'a demandé si j'avais vu la nouvelle coupe de cheveux de Marcus. J'ai dit à papa que le prix venait de l'une des plus grandes organisations de mon domaine. Il a hoché la tête et a dit « C'est bien, mais as-tu pensé à te rapprocher de la maison ? Marcus aurait besoin de ton aide pour quelques factures. »
C'était comme si chaque conversation revenait à lui. La goutte d'eau avant la cérémonie fut lorsque je suis rentré à la maison un mois plus tôt. Je n'étais pas venu depuis un moment et je pensais que nous pourrions peut-être nous asseoir et parler. Au lieu de ça, je suis entré dans le salon pour trouver la cheminée couverte des trophées, médailles et photos encadrées de Marcus, tournoi de foot, anniversaire, étape quelconque. Ma propre photo de remise de diplôme n'était plus là. J'ai demandé à maman où elle était et elle a juste dit « Oh, on a dû faire de la place. Elle est dans le tiroir. » Le tiroir. Comme si toute mon existence pouvait être rangée, oubliée. Alors, quand j'ai vu leur réponse dans la conversation de groupe ce soir-là, j'ai réalisé que je m'étais accroché à un fantasme. Ils ne viendraient pas. Ils ne viendraient jamais. La cérémonie n'était pas pour eux. Elle était pour moi. Et pourtant, une partie amère de moi voulait qu'ils voient. Pas juste en entendre parler plus tard. Pas juste l'ignorer quand je le mentionnerai des mois plus tard, mais le voir. En direct, sans moyen de s'échapper. Le taxi s'est arrêté devant le lieu de la cérémonie et je suis sorti dans un flot de lumière et de bruit. Des journalistes se tenaient près des portes, les flashs des appareils photo crépitaient alors que les nominés marchaient sur le tapis. Mon estomac s'est noué. C'était réel. C'était mon moment. En avançant, ajustant ma cravate, je pouvais presque entendre la voix de Marcus se moquer de moi. Ne cherche pas à nous culpabiliser. Je pouvais entendre maman dire « Nous sommes occupés ». Et sous tout ça, le mot de papa, mérité. Ce mot ne me piquait plus. Pas de la même manière, car ce soir, j'allais prouver exactement ce que je méritais. Mais la tension montante ne concernait pas seulement leur absence. Quelque chose d'autre s'agitait en moi. Un mélange de colère, de fierté et un plan silencieux se formant à l'arrière de mon esprit. Je ne savais pas encore exactement comment, mais je n'allais pas laisser cela être juste un autre moment qu'ils ignoreraient. Cette fois, ils n'auraient pas le loisir de détourner le regard. Et le timing n'aurait pas pu être plus parfait, car ce que je ne savais pas avant d'arriver, c'est que les organisateurs avaient une surprise en réserve. La cérémonie de remise de prix n'était pas seulement diffusée sur la télévision locale. Elle était diffusée à l'échelle nationale. Mon nom, mon visage, mon histoire, tout cela allait être mis en lumière bien au-delà de ce que j'avais imaginé. J'ai souri pour moi-même, bien que la douleur dans ma poitrine soit toujours là. Pendant des années, j'avais été mis de côté, minimisé, traité comme si je n'avais pas d'importance. Ce soir, tout cela allait changer. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils n'auraient pas le choix. Et alors que je faisais la queue pour m'enregistrer, j'ai sorti mon téléphone une dernière fois. J'ai regardé la conversation de groupe familial, la photo de Marcus au concert, la réaction en cœur de maman, les mots de papa. Mes doigts ont survolé le clavier. Une partie de moi voulait leur envoyer un dernier message, une dernière chance, quelque chose de simple comme « c'est télévisé ». Mais je me suis arrêté. Non, laissons-les le découvrir de la même manière que le reste du pays. J'ai glissé le téléphone dans ma poche, j'ai redressé les épaules et je suis entré. La cérémonie avait cette énergie surréaliste, presque onirique. J'avais déjà assisté à des événements, mais rien de tel. Des caméras balayaient la foule, des éclairs de lumière, des gens en costumes impeccables et en robes élégantes, tout le monde vibrant d'anticipation. En m'enregistrant, on m'a remis une petite enveloppe avec mon numéro de siège et un badge avec mon nom en gras, Léo Harrison, nominé. Je l'ai retourné dans mes mains, laissant son poids s'installer. J'aurais dû ressentir une pure excitation, mais quelque chose me rongeait. Cette angoisse s'est transformée en une torsion brutale quand j'ai jeté un autre coup d'œil à mon téléphone juste avant le début de la cérémonie. La conversation de groupe familial s'est illuminée de notifications. Marcus avait posté une série de photos du concert. Lui, radieux, le bras autour de ses amis, tenant des bières et des gobelets en plastique. Une autre photo des lumières de la scène. Une autre de lui posant avec un membre du groupe à qui il avait probablement supplié un selfie. Il avait légendé l'une d'elles, « Meilleure soirée de ma vie ». J'ai fait défiler. Maman avait commenté, « Tellement fier de toi, mon chéri », suivi d'émojis d'applaudissements. Papa avait ajouté, « Tu l'as mérité, fiston ». Rien de tel que de se créer des souvenirs. C'était le moment. C'était le coup de poignard. Pas seulement le fait qu'il ne soit pas venu pour moi, mais qu'il célébrait la soirée de Marcus comme si c'était un grand accomplissement. J'étais assis là, dans mon costume sur mesure,
avec des mois d'efforts sur le point de culminer en l'une des soirées les plus importantes de ma vie, et mes propres parents ne prenaient même pas la peine de le remarquer. Pire, ils dépensaient leurs mots de fierté pour lui, pour un concert quelconque, pour quelque chose d'éphémère. Ma poitrine s'est serrée. J'ai repensé à chaque petite offense. Chaque moment que j'avais balayé d'un revers de main. Ma photo de remise de diplôme fourrée dans un tiroir. Le porte-clés bon marché traité comme un trésor alors que mon cadeau soigneusement choisi était ignoré. La fois où j'ai dit à papa que j'avais décroché mon premier emploi après l'université, et il a à peine levé les yeux de la télé avant de demander si Marcus avait besoin d'aide pour son loyer. J'avais tout avalé en silence, car je pensais que peut-être, un jour, ce serait différent. Mais en regardant ces messages, j'ai réalisé la vérité. Ça ne serait jamais différent. La trahison ne résidait pas seulement dans leur absence. Elle résidait dans la façon dont ils montraient clairement que peu importe ce que je ferais, je ne serais jamais assez bien. Pas comparé à lui. Ils ne se contentaient pas de m'ignorer. Ils choisissaient activement d'investir leur fierté, leur amour, leurs mots d'encouragement ailleurs. Et ce n'était plus l'enfance. Je n'étais pas un enfant espérant leur approbation. J'étais un homme assis dans une salle remplie de gens qui respectaient réellement ce que j'avais accompli, pendant que ma famille applaudissait depuis les gradins de la vie de quelqu'un d'autre. La cérémonie a commencé. Les lumières se sont tamisées, la musique a enflé. Mes pensées auraient dû être sur la scène, sur les discours, sur la possibilité d'entendre mon nom, mais tout ce que je voyais, c'était cette conversation de groupe. Le sourire de mon frère, les applaudissements de mes parents. Pas pour moi, mais pour lui. J'ai senti mes mains trembler légèrement en posant le téléphone, écran vers le bas, sur ma jambe. J'ai pris une inspiration, mais ça ne m'a pas calmé. La piqûre s'est transformée en brûlure, et la brûlure en quelque chose de plus aigu. Ma confiance en eux. Le peu qu'il m'en restait avait disparu. Quelque chose en moi a basculé cette nuit-là, de manière dure et permanente. Je n'étais plus simplement déçu. J'en avais fini. C'était presque poétique, d'une manière cruelle. Au moment exact où j'étais sur le point d'être vu par le monde, les personnes qui auraient dû être mes premiers et plus fervents supporters prouvaient une fois de plus qu'elles ne le seraient jamais. Le contraste était insupportable. C'était comme voir deux versions de ma vie entrer en collision. Celle où j'étais invisible à la maison et celle où j'étais enfin reconnu en dehors. Je ne le savais pas encore, mais ce moment, la vue de ma famille comblant Marcus de fierté pendant que j'étais assis seul dans cette salle de bal, était le point de rupture. La ligne émotionnelle que je ne pourrais jamais retraverser. À partir de ce moment, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai planifié, tout ce qui allait se dérouler, ce n'était plus pour les conquérir. C'était pour quelque chose de tout à fait différent. Et alors que le présentateur montait sur scène, que les caméras balayaient le public, je me suis adossé à ma chaise, les yeux fixés sur les lumières vives au-dessus, la mâchoire serrée, et j'ai senti un étrange calme m'envahir. S'il n'allait pas me voir par choix, alors il me verrait par la force. La cérémonie s'est déroulée comme un rêve, mais à l'intérieur, je me noyais. J'étais assis là, dans une salle remplie d'inconnus applaudissant des discours, le tintement des verres résonnant, et j'avais l'impression d'être divisé en deux. À l'extérieur, je souriais quand les caméras passaient, j'applaudissais poliment pour les autres lauréats et j'acquiesçais aux conversations autour de moi. À l'intérieur, j'étais en pleine spirale. Quand ils ont appelé mon nom. Oui, mon nom. Je suis monté sur cette scène et j'ai accepté le prix, les mains stables et la voix claire, mais je m'entendais à peine. Je me souviens de flash, les lumières aveuglantes, le poids du trophée dans ma main, la foule se levant pour une standing ovation. J'ai dû dire quelque chose de cohérent, car plus tard, des gens m'ont félicité pour l'inspiration de mes paroles. Mais à ce moment-là, mon esprit était coincé ailleurs. Il n'était pas sur les applaudissements devant moi. Il était sur le silence derrière moi, l'absence des seules personnes qui auraient dû être là. Alors que je me tenais là, tenant ce prix, une partie de moi s'est brisée, comme une corde qui se rompt enfin après des années de tension. Le petit garçon qui voulait que ses parents lui disent « Nous sommes fiers de toi » est mort silencieusement sur cette scène. La soirée s'est terminée en célébration. Il y a eu des photos, des interviews, de nouvelles rencontres. Tout le monde autour de moi souriait, me serrait la main, me disait que j'avais un avenir brillant devant moi. Et pourtant, quand je suis rentré dans mon appartement, les murs semblaient plus froids que jamais. J'ai posé le prix sur mon bureau et je l'ai juste regardé. Ça aurait dû avoir le goût du triomphe. Au lieu de ça,
j'avais comme un goût de cendre dans la bouche. J'ai ouvert mon téléphone. Bien sûr, la conversation familiale était toujours animée. Marcus avait posté d'autres vidéos du concert, mes parents s'extasiant dessus. Papa écrivant, j'aimerais qu'on puisse avoir des soirées comme ça plus souvent. J'ai fait défiler et défiler, attendant de voir ne serait-ce qu'une mention de moi. Une question sur comment s'était passée ma soirée. Un simple message de bonne chance. Il n'y avait rien, pas un mot. J'ai tourné le téléphone, écran vers le bas, je me suis allongé sur le canapé et j'ai juste fixé le plafond. Ma poitrine était vide, comme si tout l'air en avait été aspiré. C'est là que ça m'a frappé. J'étais seul. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Il ne serait jamais la famille que je voulais. J'avais touché le fond. Je n'ai pas pleuré. Pas cette nuit-là. Ce n'était plus de la tristesse. C'était quelque chose de plus lourd, de plus résigné. Le genre de silence qui vient quand on arrête enfin de se battre contre la réalité. Et dans ce silence, quelque chose d'autre s'est agité, quelque chose de plus aigu. J'ai repensé à toutes les fois où je m'étais plié en quatre pour obtenir leur approbation. Les appels tardifs où je minimisais mes propres réussites pour que Marcus ne se sente pas éclipsé. Les week-ends que je passais à aider papa avec les corvées à la maison pendant que Marcus allait à des fêtes, pour ensuite m'entendre dire que « ton frère a tellement de choses en tête. Tu devrais être plus compréhensif. » Les anniversaires, les remises de diplômes, les offres d'emploi, des moments où j'aurais dû être célébré mais où on m'a toujours dit de rester discret, de ne pas tout ramener à moi. Tout cela a défilé dans ma tête comme une cruelle compilation des meilleurs moments. Et puis est venue la prise de conscience qui m'a secoué jusqu'à la moelle. J'avais gâché des années à mendier des miettes de validation qui ne viendraient jamais. C'est à ce moment-là que la planification a commencé. Pas consciemment au début, mais tranquillement, comme des graines plantées dans l'obscurité. Je ne pensais pas, comment puis-je me venger? Pas encore. Ça a commencé plus simplement. Je me suis dit, comment puis-je m'éloigner? Comment puis-je construire quelque chose de si loin d'eux qu'ils ne pourront jamais le toucher, jamais le diminuer, jamais le fourrer dans un tiroir? La réponse n'a pas été immédiate. Elle n'était même pas claire. Mais le changement avait commencé. Je le sentais dans la façon dont je regardais le prix sur mon bureau. Non pas comme un trophée, mais comme un rappel. Un rappel que je n'avais pas besoin d'eux pour me rendre visible. Que j'étais capable d'être vu, qu'ils veuillent le reconnaître ou non. Les quelques semaines qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Chaque appel familial que j'ignorais, chaque notification de la conversation de groupe que je mettais en sourdine. C'était comme arracher un muscle à l'os. J'avais été conditionné pendant des années à rechercher leur approbation. Et m'éloigner me semblait contre nature, douloureux. Mais chaque fois que je tendais la main vers mon téléphone pour répondre, je me forçais à m'arrêter. Ils ne l'ont pas remarqué. Pas vraiment. Maman a envoyé quelques messages désinvoltes, principalement sur les matchs de Marcus. Papa a transféré des articles qu'il pensait que je trouverais utiles, sans jamais me demander comment allait mon travail. Marcus a rempli la conversation de photos de ses soirées, de nouveaux vêtements, de blagues aléatoires. Personne n'a demandé comment j'allais. Personne n'a mentionné le prix. Et dans ce vide, dans ce silence suffocant, j'ai commencé à construire. Je me suis plongé dans le travail, non pas comme une évasion, mais comme un carburant. J'ai commencé à accepter des réunions que j'avais été trop hésitant à planifier auparavant. J'ai contacté des mentors que j'avais été trop timide pour approcher. J'ai dit oui à des opportunités qui me faisaient peur. Chaque nuit, je me disais, c'est pour moi, pas pour eux. Mais au fond de moi, une autre voix murmurait, un jour, ils verront. Un jour, ils ne pourront plus t'ignorer. Cette pensée m'a d'abord effrayé, car elle semblait amère, vengeresse. Mais plus j'y réfléchissais, plus elle me semblait être une évidence. Je ne complotais pas leur chute. Pas à ce moment-là. Mais j'en avais fini de les protéger de la vérité. Fini de laisser leur négligence me définir. Fini de prétendre que leur favoritisme n'avait pas d'importance. Et bien que je ne puisse pas encore voir l'image complète, je savais une chose avec certitude. Quand le moment viendrait, je ne le laisserai pas passer en silence. Le changement en moi ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a été subtil, presque invisible au début. Mais dans les semaines et les mois qui ont suivi la remise du prix, j'ai commencé à remarquer les changements s'empiler comme des briques.
chacune formant un mur entre l'ancien moi, celui qui vivait pour des miettes de reconnaissance de ma famille, et le nouveau moi, qui n'avait plus besoin d'eux. Cela a commencé avec les opportunités qui ont afflué après la cérémonie. Le prix avait mis mon nom sous les projecteurs et soudain, des portes qui semblaient autrefois verrouillées se sont entr'ouvertes. Des entreprises m'ont contacté. Des gens que j'admirais ont demandé à collaborer et des mentors qui me remarquaient à peine auparavant m'appelaient directement. Au début, je me sentais comme un imposteur, comme si je n'avais peut-être pas ma place dans ces conversations. Mais lentement, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais permis de croire, j'avais mérité tout cela. J'ai accepté des projets qui me terrifiaient. Des projets que j'aurais autrefois évités par peur d'échouer et d'entendre ma famille dire « Tu vois, tu n'es pas fait pour ça ». Mais sans leur voix dans mon oreille, je me sentais plus léger. Et quand je réussissais, ce n'était pas seulement une victoire professionnelle. C'était la preuve pour moi-même que je n'avais pas besoin de leur approbation pour être excellent. Ma vie a commencé à changer d'une manière qu'ils ne pouvaient pas imaginer. J'ai déménagé dans un meilleur appartement, avec des baies vitrées donnant sur les toits de la ville. J'ai commencé à m'habiller différemment, des costumes plus nets, des vêtements qui reflétaient l'homme que je devenais au lieu de l'ombre discrète que j'étais. Ma confiance a grandi, et les gens l'ont remarqué. Des inconnus lors d'événements de réseautage gravitaient vers moi. Mes collègues se tournaient vers moi pour le leadership, et même les mentors que j'admirais autrefois ont commencé à me traiter comme un égal. Pendant ce temps, le monde de ma famille est resté exactement le même. Marcus était toujours le centre de leur attention, postant toujours des photos de ses soirées et de ses matchs de foot. Maman et papa l'encourageaient avec le même enthousiasme usé, comme si chacun de ses gestes était révolutionnaire. Mais de mon nouveau point de vue, cela paraissait différent. Pour la première fois, je le voyais clairement, non pas comme un reflet de mon insuffisance, mais comme un reflet de leurs limites. Ils ne savaient pas comment valoriser quoi que ce soit en dehors de l'éclat facile et familier que Marcus fournissait. J'ai cessé de désirer leur attention et, à la place, j'ai commencé à jouir d'un nouveau type de pouvoir, l'invisibilité par choix. Ils ne posaient pas de questions sur ma vie, alors je n'offrais pas de détails. Quand maman appelait, je gardais les conversations polies mais courtes. Quand papa m'a demandé si je pouvais aider ton frère financièrement, car apparemment Marcus était à nouveau en retard sur son loyer, j'ai simplement dit « je ne peux pas » et j'en suis resté là. Pour une fois, je ne me suis pas plié en quatre pour justifier mes limites. Je n'ai pas surexpliqué, je ne me suis pas excusé. J'ai juste laissé le silence planer. Ils n'ont pas beaucoup insisté. Je pense qu'ils supposaient que je continuais tranquillement ma petite vie, le même Léo fiable qui serait toujours là quand ils auraient besoin de quelque chose. Ils n'avaient aucune idée à quel point les choses avaient changé. Et une partie de moi en tirait une satisfaction silencieuse, celle de construire quelque chose de bien plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer, juste sous leur nez. Mais le succès a tendance à se multiplier quand on arrête de se retenir. En un an, je n'étais plus seulement respecté dans mon domaine. Je devenais un nom que les gens reconnaissaient. Les invitations à prendre la parole lors de conférences affluaient. Des articles étaient écrits sur le travail que je faisais. J'ai même été invité à siéger à des panels aux côtés de personnes que j'avais autrefois étudiées à l'école. Chaque fois que je voyais mon nom imprimé, chaque fois qu'on me tendait un micro, je sentais le poids des années d'invisibilité se lever. Pourtant, dans les moments de calme, quand les applaudissements s'estompaient et que j'étais seul dans mon appartement, je ne pouvais m'empêcher de penser à eux. Non plus avec désir, mais avec une sorte de curiosité détachée. Que dirait-il s'il savait? Me verrait-il enfin, ou trouverait-il un moyen de tourner ça pour que ça concerne Marcus d'une manière ou d'une autre? La pensée ne faisait plus mal comme avant. Maintenant, elle ne faisait que me nourrir. Le tournant est arrivé quand j'ai été invité à un événement national, plus grand que la cérémonie de remise de prix, plus grand que tout ce que j'avais fait auparavant, un gala télévisé célébrant les innovateurs et les leaders de différentes industries. Quand l'invitation est arrivée, j'ai tenu l'enveloppe gaufrée dans mes mains et j'ai laissé échapper un rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que ça ressemblait au destin. J'ai su instantanément que c'était ça. Le genre de moment auquel on ne peut pas échapper. Le genre de projecteur qui atteint même les coins les plus têtus. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas seulement entrer dans ce projecteur. J'allais me l'approprier. Pourtant, je suis resté silencieux. Je n'en ai pas parlé à ma famille. Je n'ai pas laissé entendre l'ampleur de ce qui allait arriver. Laissons-les continuer à encourager Marcus. Laissons-les continuer à supposer que je me débrouillais simplement.
Le soir venu, il le découvrirait en même temps que tout le monde. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas seulement en pleine ascension. Je me préparais. Lentement, silencieusement, je préparais le terrain pour quelque chose de plus grand que le succès. Quelque chose qui allait au-delà du fait de faire mes preuves. Car un jour prochain, ils n'auraient pas seulement à me reconnaître. Ils auraient à affronter ce qu'ils avaient fait. Les années qu'ils avaient passées à m'ignorer, à me mépriser et à me sous-estimer. Et quand ce jour viendrait, je n'étais pas sûr de vouloir leurs excuses. Ce que je voulais, c'était qu'ils ressentent ce que j'avais ressenti. La piqûre d'être invisible, la douleur creuse de réaliser qu'on a manqué quelque chose de monumental. L'invitation à ce gala national est restée sur mon bureau pendant des semaines, ces lettres en relief captant la lumière chaque fois que je passais. J'y jetais un coup d'œil désinvolte, mais à l'intérieur, je sentais un frémissement électrique à chaque fois que je la voyais. Ce n'était pas juste un autre prix ou une autre conférence. C'était le genre de plateforme qui pouvait cimenter ma place aux yeux du public. Un projecteur si large et si brillant que même les gens qui avaient passé toute leur vie à refuser de me regarder n'auraient d'autre choix que de voir. Mais la véritable mise en scène de ce qui allait suivre n'a pas eu lieu le soir du gala lui-même. Elle a commencé des mois plus tôt, lorsque les opportunités découlant de mes récompenses ont fait boule de neige pour devenir quelque chose de plus grand que je n'aurais pu l'imaginer. L'une des entreprises avec lesquelles je me suis associé après ma première grande reconnaissance était un groupe de médias, un groupe puissant avec des connexions à la télévision, dans la presse écrite et sur les plateformes en ligne. Au début, ce n'était qu'une collaboration. Je contribuais à leur projet, fournissais mon expertise, et en retour, ils me donnaient de la visibilité. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas seulement intéressés par ce que je pouvais fournir. Ils étaient intéressés par moi. Mon histoire, ma perspective, ma capacité à toucher un public. C'était un changement étrange de passer d'être ignoré par ma propre famille à être soudainement recherché par des étrangers influents. Je me souviens d'être assis dans un bureau au mur de verre un après-midi, la ville s'étendant derrière moi, quand l'un des dirigeants s'est penché en avant et a dit « Léo, les gens ne respectent pas seulement votre travail. Ils s'identifient à vous. C'est rare. Avez-vous pensé à ce que vous pourriez faire avec une plus grande plateforme ?» Cette phrase m'est restée. Une plus grande plateforme. Pas seulement une reconnaissance dans mon domaine, mais quelque chose au-delà. Quelque chose de public, de visible. Et pour la première fois, j'ai vu comment toutes les années passées à être réduit au silence et méprisé pouvaient en fait devenir un carburant. Si je m'en servais, si je laissais le monde entendre l'histoire que j'avais vécue, les gens pourraient se voir en moi. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à accepter des interviews, des podcasts, des articles de magazines, des panels. Au début, je gardais mes réponses strictement professionnelles, parlant de mon travail, de mes projets, de mes objectifs. Mais lentement, j'ai commencé à m'ouvrir. J'ai parlé de résilience, du fait d'être sous-estimé, de travailler en silence quand personne ne croit en vous. Je n'ai pas nommé ma famille, bien sûr, mais je n'en avais pas besoin. Le message résonnait de lui-même. La réaction m'a choqué. Les gens inondaient ma boîte de réception de messages, je me sentais invisible aussi. Merci d'avoir dit ce que tant d'entre nous ont vécu. Vous m'avez donné de l'espoir. C'était humiliant, mais c'était aussi clarifiant. Je ne m'élevais plus seulement pour moi-même. Mon histoire, ma survie dans l'ombre, donnait une voix aux autres. Et plus je devenais visible, plus je me sentais puissant. Pendant ce temps, ma famille restait dans l'ignorance. Les appels concernaient toujours Marcus, sa ligue de foot, sa nouvelle petite amie, ses projets qui ne semblaient jamais aboutir. Quand papa m'a demandé une fois si j'étais toujours à ce même travail, j'ai failli rire. Il n'avait aucune idée que j'avais été promu 2 fois ou que mon nom était apparu dans des publications majeures. Maman se plaignait que je ne venais pas assez souvent, que je manquais à Marcus. Chaque conversation était une rediffusion du même scénario. Leur monde était trop petit pour remarquer celui que je construisais tranquillement en dehors d'eux. Et je les ai laissés rester aveugles. Je ne les ai pas corrigés, je ne me suis pas vanté, je n'ai rien laissé entendre. Le silence est devenu mon arme. Puis est venue la réunion qui a tout changé. Les organisateurs du Gala national m'ont invité non seulement à y assister, mais à recevoir une reconnaissance spéciale, un Lifetime Achievement Award, un prix pour l'ensemble de ma carrière malgré mon âge, pour le travail révolutionnaire que j'avais accompli dans mon domaine. J'ai presque ri en lisant l'email. L'ensemble de ma carrière. À 27 ans,
L'ampleur de la chose était absurde, mais c'était réel, et ça allait être diffusé en direct à travers tout le pays. Quand je suis entré dans la séance de planification du gala, je m'attendais à discuter de logistique, d'horaire, de discours, de tenue. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le réalisateur se penche sur la table et dise « Nous aimerions présenter votre histoire dans le cadre de la diffusion télévisée. Pas seulement votre travail, mais votre parcours. Nous pensons que les gens ont besoin de l'entendre. » Ma poitrine s'est serrée. Un instant, j'ai imaginé Marcus, mes parents, assis à la maison, zappant peut-être et tombant sur moi sur leurs écrans de télévision. Entendant mon histoire, non pas comme celle d'un membre de la famille qu'ils pouvaient ignorer, mais comme un récit présenté à la nation entière. J'ai accepté, bien sûr. Mais à l'intérieur, j'ai réalisé ce que cela signifiait. La mise en scène était complète. Toutes les années de minimisation, toutes les blessures invisibles, tous les mots ravalés, ils étaient sur le point d'être prononcés à voix haute, encadrés d'une manière que personne ne pourrait ignorer. L'ironie était presque trop vive. Ma famille m'avait accusé de les culpabiliser en demandant à être vus. Maintenant, ils allaient entendre ma vérité, qu'ils le veuillent ou non. Livrée non pas dans un plaidoyer privé qu'ils pouvaient balayer d'un revers de main, mais dans une émission à laquelle ils ne pouvaient pas échapper. Et même si je ne savais pas exactement comment ils réagiraient, je savais une chose avec certitude. À la fin de cette nuit, l'équilibre du pouvoir entre nous ne serait plus jamais le même. La nuit du gala est arrivée avec le genre de poids qui appuie sur vos côtes. Je me tenais devant le miroir de ma chambre d'hôtel, ajustant les poignets de mon costume. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de m'habiller pour impressionner qui que ce soit. Ni mes parents, ni Marcus, ni même le public que j'allais affronter. Je faisais cela pour moi. Et d'une certaine manière, pour cette version plus jeune de moi qui s'était assise silencieusement à table pendant que tout le monde louait le dernier exploit de Marcus. Le lieu était éblouissant, une cathédrale de lumière et de velours. Des caméras perchées comme des faucons attendant de fondre sur leur proie. Alors que je marchais sur le tapis rouge, les journalistes se penchaient avec leurs microphones, criant mon nom. Je répondais calmement, avec confiance, sans jamais laisser paraître que mon esprit était ailleurs. Moitié sur la scène sur laquelle j'allais monter, moitié dans le salon que j'imaginais à la maison. Je pouvais le voir dans mon esprit, la télévision vacillant, mes parents s'installant sur le canapé après leur longue journée, Marcus affalé avec son téléphone à la main, tous s'attendant à une autre soirée ordinaire. Et puis mon visage remplirait l'écran. Le programme s'est déroulé comme une pièce bien répétée. Discours, performance, applaudissements au bon moment. J'attendais, chaque minute faisant monter la tension en moi. Quand ma catégorie est enfin arrivée, la voix du présentateur a retenti dans la salle, racontant mes réussites, mes projets, mon ascension depuis l'obscurité. Je sentais les caméras se braquer sur moi, la chaleur des lumières pressant contre ma peau. Mon cœur s'est emballé, non pas de nervosité, mais d'anticipation. Mesdames et messieurs, a conclu le présentateur, veuillez accueillir l'honoré de ce soir, Léo Harrison. Les applaudissements se sont levés comme une vague alors que je montais sur scène. Mes chaussures claquaient contre le sol poli, chaque pas plus lourd que le précédent, comme si je marchais non seulement vers les projecteurs, mais vers un règlement de compte. L'animateur m'a remis le prix, élégant et brillant. Je lui ai serré la main, j'ai souri et je me suis tourné pour faire face à la foule. Un millier d'yeux me regardaient, des millions d'autres à travers les caméras. Quelque part parmi eux, peut-être à ce moment précis, se trouvaient les trois visages que j'avais passé une vie à attendre de voir. Je me suis penché vers le microphone. Ma voix était stable. Merci, ai-je commencé, marquant une pause pour laisser la salle se calmer. Ce prix signifie plus pour moi que la reconnaissance de mon travail. Il représente quelque chose de plus profond, ce que signifie être vu. Vraiment vu, après des années d'invisibilité. Un silence est tombé. Mes mots n'étaient pas techniques, ne concernaient pas mon domaine. Ils étaient personnels, délibérés. J'ai grandi dans une famille où l'attention était sélective. Où les réussites étaient comparées, mesurées et souvent méprisées. Pendant des années, j'ai cru que je n'étais pas assez bien. Que peu importe à quel point je travaillais, cela ne mériterait jamais d'applaudissements. Je pensais que l'invisibilité était mon destin. J'ai laissé cela en suspens dans l'air. Je n'ai pas nommé Marcus, n'ai pas mentionné mes parents directement, mais le poids de mon histoire a rempli la pièce. Mais l'invisibilité, ai-je poursuivi, peut être un puissant professeur.
Elle vous force à travailler en silence, à développer des racines assez profondes pour tenir quand personne ne regarde. Elle vous enseigne la résilience. Et quand le moment vient, quand la lumière vous trouve enfin, vous êtes prêt à vous tenir droit dedans. La foule a bougé, certains hochaient la tête, d'autres se penchaient en avant. Je les sentais se connecter. Je suis ici ce soir non seulement pour ce que j'ai fait, mais pour ce que j'ai enduré. À quiconque a déjà été ignoré, méprisé ou à qui on a dit qu'il ne méritait pas d'être vu, je veux que vous sachiez que vous le méritez. Vous l'avez toujours mérité, et votre moment viendra. Les applaudissements ont éclaté, enflant comme le tonnerre. Les flashs ont crépité, mais dans mon esprit, je n'entendais pas le public devant moi. J'imaginais le silence à la maison, les expressions stupéfaites, les mâchoires serrées, la prise de conscience que le fils et le frère qu'ils avaient ignorés s'adressaient maintenant non seulement à eux, mais à une nation entière. Le discours ne portait pas sur la vengeance au sens bruyant et vengeur. Il était calme, mesuré, presque tendre, mais c'est ce qui le rendait plus piquant. Je n'avais pas attaqué. Je n'avais pas supplié. J'avais simplement exposé la vérité qu'ils avaient passé des années à nier, et je l'avais livrée d'une manière que des millions d'autres applaudissaient. En quittant la scène, pris en main, je savais que l'exécution était parfaite. La vengeance ne consistait pas à les humilier directement. Elle consistait à s'assurer qu'en regardant cet écran, ils ne pourraient pas échapper à la réalité. Je m'étais élevé sans eux, au-dessus d'eux, au-delà d'eux, et ils avaient tout manqué. La nuit suivant le gala, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Les messages affluaient, collègues, mentors, même des inconnus qui avaient regardé l'émission. Les gens me disaient que mes mots les avaient émus, qu'ils se reconnaissaient dans mon histoire. Certains m'ont qualifié de courageux, d'autres ont simplement dit « merci ». Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti tout le poids d'être visible. Et ce n'était pas seulement de la reconnaissance, c'était de la résonance. Mais parmi les dizaines de notifications élogieuses, 3 se sont démarquées. La conversation de groupe familial. Au début, elle était silencieuse. J'imaginais le choc qui avait dû traverser leur salon quand mon visage était apparu à la télévision nationale, prononçant des vérités qu'ils avaient passé des années à ignorer. Puis finalement, un message est apparu, de maman, Léo, pourquoi ne nous as-tu pas dit que c'était un événement si important? Je l'ai fixé, laissant les mots s'imprégner. Pas, nous sommes fiers de toi. Pas, nous sommes désolés de l'avoir manqué. Juste la même déviation, le même refus de prendre ses responsabilités, comme si c'était à moi de les forcer à s'en soucier. Un deuxième message a suivi, cette fois de papa, tu nous as fait passer pour d'horribles parents à la télévision en direct. Te rends-tu compte de ce que les gens vont penser? J'ai laissé échapper un rire. Ni amer, ni en colère, juste un petit rire incrédule. Même maintenant, leur premier instinct était de s'inquiéter des apparences, de la façon dont ils étaient perçus, pas de ce qu'ils avaient fait. Puis Marcus est intervenu, waouh, frérot. Un peu dramatique, non? On dirait qu'on t'a ignoré toute ta vie. Calme-toi. Ce n'est pas si grave. C'était le moment, le coup de grâce. Une clarté m'a envahi, si vive qu'elle était presque paisible. Il n'avait pas changé. Il ne changerait jamais, et je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Je n'ai pas répondu à la conversation de groupe. À la place, j'ai tapé 3 messages séparés. À maman, j'ai passé des années à supplier pour être remarqué. Hier soir, je l'ai enfin été. Vous avez eu votre chance. À papa, tu as raison. Les gens penseront que vous avez été d'horribles parents. C'est parce que vous l'avez été. Et à Marcus, c'était si grave. Ça l'a toujours été. Tu n'as juste jamais eu à le ressentir. Puis j'ai mis la conversation en sourdine et j'ai posé le téléphone. Pour la première fois, je n'ai ressenti ni culpabilité, ni désir, ni colère. Je me suis juste senti libre. La nouvelle s'est répandue rapidement après le gala. Des parents qui m'avaient à peine parlé auparavant m'ont contacté, me félicitant, me disant à quel point ils étaient fiers. D'anciens professeurs m'ont envoyé des emails, disant qu'ils m'avaient vu à la télé et se souvenaient du gamin silencieux assis au fond de la classe. Même des voisins ont envoyé des mots disant qu'ils n'avaient aucune idée que j'avais accompli tant de choses. Mes parents, ils ne pouvaient pas y échapper. Leurs amis ont vu l'émission. Leurs collègues l'ont mentionné. Même les gens à l'église en ont parlé. Partout où ils se tournaient, j'étais là, visible, indéniable.
Le fils qu'ils avaient méprisé était devenu l'histoire qu'ils ne pouvaient pas éviter. Dans les semaines qui ont suivi, ils ont essayé de réparer la fracture. Maman a appelé, laissant des messages vocaux empreints d'une gaieté forcée. Papa a envoyé de longs textes sur des « malentendus ». Marcus, comme on pouvait s'y attendre, en a fait une blague, disant que j'avais exagéré la négligence. Mais la différence maintenant était simple, je ne répondais pas. Non pas avec un silence né de la défaite, mais avec un silence né du choix. Ma vie a bondi en avant. Nouveaux projets, nouvelles plateformes, nouveaux horizons. Et chaque succès ne faisait qu'élargir le fossé. Plus le monde m'applaudissait, plus leurs excuses semblaient petites. Un soir, des mois plus tard, je suis entré dans mon appartement après un autre événement et j'ai posé un deuxième prix sur l'étagère à côté du premier. Les lumières de la ville scintillaient à travers ma fenêtre, se reflétant sur les trophées, baignant la pièce d'une lueur dorée. Un instant, j'ai pensé à ce tiroir à la maison, celui où maman avait fourré ma photo de remise de diplôme pour faire de la place au trophée de Marcus. J'ai souri. Mes réussites n'étaient plus dans un tiroir. Elles étaient à découvert, exposées à la vue de tous. Et les gens qui m'avaient autrefois poussé dans l'ombre, ils étaient restés là, clignant des yeux sous la lumière, trop tard pour se protéger les yeux. C'était ça, ma vengeance. Pas de cri, pas de vengeance au sens traditionnel, mais vivre si pleinement, si visiblement, que leurs années de négligence sont devenues leur héritage, pas le mien. Je me suis versé un verre de vin, je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai laissé le calme des nuits de la ville m'envelopper. Pour la première fois, je ne me sentais pas invisible. Je n'avais pas l'impression d'attendre les applaudissements de qui que ce soit.